n'aurais pas dit, Monsieur Jamel, ici présent, complétera très bien. Il m'a autorisé à déborder de mon temps, donc ça me rassure beaucoup. Je vais vous parler essentiellement de l'anorexie mentale et donc de la boulimie. Ce sont deux troubles qu'on rapproche et qu'on met souvent ensemble, parce que malgré leur expression comportementale, peut-être qu'on peut considérer opposée, il y a un fondement psychopathologique commun qui permet de les rapprocher et d'en comprendre un petit peu la genèse. On constate une dimension culturelle indéniable, puisqu'il y a le poids effectivement de l'apparence féminine, de la société de consommation, et notamment la notion effectivement d'une pression sur les femmes peut-être plus importante dans la réussite sociale. On retient une prévalence de 0,3 à 3% de la population féminine pour l'anorexie mentale et 1 à 2% des adolescents entre 12 et 20 ans. Donc effectivement, on s'aperçoit que c'est un trouble du comportement plutôt féminin, avec un sexe ratio de 1 homme pour 9 femmes, et une mortalité qui reste importante, même si on ne peut pas considérer l'anorexie mentale comme un équivalent suicidaire. On a finalement dans l'anorexie décrit quelque chose au niveau clinique, c'est ce qu'on appelait la triade des 3A, hein, anorexie, amaigrissement, aménorrhée. L'anorexie étymologiquement veut dire perte d'appétit. Dans l'anorexie, ce n'est pas quelque chose de véritable, puisque c'est un refus volontaire de s'alimenter avant une perte d'appétit. Hein, la perte d'appétit survient finalement tardivement, mais ce n'est pas la cause de la restriction alimentaire. On a un appétit conservé et c'est une lutte active contre l'appétit, contre la sensation de faim et une restriction volontaire de nourriture. Évidemment, cette restriction volontaire de nourriture amène de façon plus ou moins rapide et intensive un amaigrissement qui est souvent, alors ça on l'a vu un petit peu dans la vidéo, où on voyait cette jeune fille qui se voit dans le miroir avec des formes qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'elle est. Et donc cette maigreur n'est pas souvent appréhendée de la bonne façon. En tout cas, elle est soit minimisée, soit carrément niée. Et il y a souvent un décalage entre les remarques extérieures, les inquiétudes extérieures et le ressenti de cette jeune fille par rapport à son corps. Et puis, effectivement, en réaction à cette restriction alimentaire et cet amaigrissement, on observe régulièrement une mise en pause en fait, du système endocrinien, avec comme conséquence visible un arrêt des règles quand la jeune fille était déjà réglée. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée secondaire. Donc c'est l'interruption des règles alors que la jeune fille était réglée, voire en fonction de l'âge d'apparition des troubles, une aménorrhée primaire, c'est-à-dire un retard dans l'apparition des règles. Au niveau des caractéristiques, on peut évoquer mentales, on retient un besoin de maîtrise. Alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans l'anorexie, qui, au-delà de la maîtrise corporelle, est aussi présente sur la maîtrise en général et agit sur l'interaction entre les personnes. Donc dans ce besoin de maîtrise, on note aussi ce trouble de la perception de la réalité du corps, donc ce que j'évoquais là précédemment et qui est illustré par la vidéo que l'on a vue. Une hyperactivité motrice, c'est justement peut-être du sport intensif, mais il y a d'autres formes d'hyperactivité auxquelles il faut être peut-être vigilant. On avait accueilli une patiente dans le service qui refusait par exemple de s'asseoir. Ça, c'est aussi, on le considère dans l'hyperactivité. Les jeunes filles qui refusent de se poser, de se reposer. Il y a la lutte aussi une mauvaise lutte contre le froid, avec des jeunes filles à qui vous serrez la main. Alors rien que la poignée de main, c'est la main, j'appelle la main glacée. Donc la poignée de main qui gèle carrément avec les températures que l'on a actuellement, qui arrivent juste avec un petit pull et qui disent non, tout va bien. Ça, c'est des choses qui peut-être sautent moins aux yeux, auxquelles il faut être vigilant, et c'est vrai que quand on le sait, on peut peut-être... voilà. Il y a aussi la notion de privation de sommeil, ces jeunes filles qui font sonner leur réveil pour se lever, faire des abdominaux sur leur lit, dormir 3 heures par nuit, etc. Donc ça, c'est pas rare non plus. Donc il faut savoir rechercher tous ces signes.
ça va au-delà de l'hyperactivité dont les parents parlent. Hein. Ils disent ouais, elle va faire du vélo après les cours alors qu'elle est déjà fatiguée. Hein, mais il y a toutes ces petites choses à chercher aussi. Alors, on décrit aussi, chez ces jeunes filles, la tendance justement à être bonne élève, entre guillemets, hein, mais par rapport à un hyper-investissement intellectuel et une hyperactivité là, intellectuelle qui amène justement à travailler en permanence, faire sonner leur réveil aussi pour travailler, avec un but de perfectionnisme. Alors le problème de ce perfectionnisme, il est très valorisé, et là on peut peut-être mettre une dimension culturelle, mais il n'est jamais dans le but d'acquérir quelque chose pour elle. C'est toujours dans le but d'accéder à la reconnaissance de l'autre, et dans une reconnaissance qui leur permet d'acquérir un petit peu d'identité, d'existence propre. Et c'est en ça que ça devient quelque chose qu'on peut considérer pathologique, hein, parce que c'est vrai qu'on ne va pas non plus cibler. L'objet de mon propos, c'est de dire, bon voilà, quelqu'un qui va faire du sport intensif, c'est pas forcément un anorexique, quelqu'un qui va beaucoup travailler, mais pas... Hein, il faut cibler, mais le caractère pathologique, c'est vraiment dans cette quête de reconnaissance permanente de l'autre et d'avoir une satisfaction qui ne passe que par la satisfaction de l'autre, qui est une absence complète de satisfaction personnelle. Hein. Et ça, c'est vraiment les caractéristiques à rechercher pour l'anorexie. Alors, en parallèle avec ce que je viens de dire, c'est justement, quand on les interroge sur un petit peu ce qu'elles ressentent, on se heurte à un vide impressionnant. On parle souvent du vide psychotique, c'est pas la même chose, c'est pas comparable, mais il y a un sentiment de vide et notamment une difficulté, voire une incapacité à exprimer quelque chose de l'ordre de l'émotion, de savoir comment elles se sentent. C'est très compliqué pour elles, mais c'est pas une mauvaise volonté là non plus, c'est vraiment une incapacité à ressentir, une incapacité à identifier vraiment leurs émotions. Donc ça amène évidemment, puisqu'on est toujours dans la quête de la performance, à la dévalorisation de tout ce qui est plaisir, loisir, activité. C'est des jeunes filles qui, tout ce qui est plaisir, la notion quand est-ce que vous êtes fait plaisir pour la dernière fois, elles ne savent même plus ce que c'est. Je ne sais plus, et les propos, les phrases qu'on entend souvent chez ces patients, c'est « je ne sais plus quelles sont mes envies, vous me demandez ce que j'aime, je ne sais pas, j'ai plus de goût, j'ai plus d'envie, je ne sais plus ce qui me fait plaisir, et je ne me rappelle plus de ce qui m'a fait plaisir auparavant ». Ça, c'est vraiment des phrases, moi, qui me marquent, parce que c'est des choses qu'on retrouve, enfin, des phrases qui reviennent très souvent dans la parole de ces patients. Et puis, bah, effectivement, dans cette vie restrictive, parce que si on parle de la restriction alimentaire, on aboutit progressivement à une restriction qui envahit beaucoup plus que le domaine alimentaire, ça envahit tous les domaines psychiques de la patiente, et notamment ça aboutit à une restriction forcément relationnelle, en lien, alors évidemment par rapport certainement au domaine alimentaire. C'est vrai qu'on parlait de la dimension culturelle, des repas. C'est vrai que autour du repas, il y a quand même une dimension conviviale. Quand on se voit entre amis, c'est toujours autour d'un repas. Et ça, c'est en lien aussi avec notre culture. Mais, et du coup, ces repas, ces moments d'échange, ces moments amicaux, même quand elles conservent des liens à l'extérieur au cours de la scolarité, elles se coupent progressivement par rapport à cette incapacité à pouvoir justement se réunir autour d'un repas. Voilà. Je rajoute 2-3 petites choses, monsieur Jamais m'ayant autorisé à déborder un peu. Peut-être cibler plusieurs formes d'anorexie. C'est vrai que là, dans ce que je viens de parler, c'est surtout l'anorexie qu'on dit restrictive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment conduite restrictive pure et absence de crise de boulimie. Et c'est vrai qu'on décrit maintenant un petit peu plus, alors de façon certainement un peu plus fréquente, l'anorexie qu'on dit avec crise de boulimie, qui est une patiente avec un poids faible, mais qui, à certains moments, est en proie à des crises de boulimie. Les crises de boulimie, c'est la notion de ces moments de manger en excès avec des conduites de vomissement la plupart du temps, dans le but de garder un poids faible.